Bonjour, bienvenue sur Canal & Compagnie. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques, un bon dimanche de Pâques également. Et on va bien recommencer en fait ici après les congés parce que nous allons parler du miel avec les docteurs Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour Corinne. Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc l'un et l'autre, directrice fondatrice et scientifique de l'Institut CIN, donc pour une nutrition raisonnée. C'est ça. Le miel, on ne pouvait pas passer à côté, il fallait quand même qu'on en parle aussi ici sur le plateau avec vous deux. Olivier, le miel historiquement. C'est une longue histoire d'amour. Depuis l'aube de l'humanité, vraiment le paléolithique, les premiers pas de l'homme sur cette planète, on a consommé modestement du miel, mais on a consommé du miel. C'était un aliment qui a toujours accompagné la gastronomie de l'homme. Bien sûr, à l'époque, il fallait vraiment se donner du mal pour recueillir le miel. Il fallait parfois aller le chercher dans des endroits escarpés, des endroits inaccessibles, au prix de nombreuses piqûres. Oui, j'allais dire. Mais c'est peut-être ce qui fait aussi, dès l'origine, le lien très particulier qu'il y a entre cet aliment magique, délicieux, varié, écologique, et puis la consommation ordinaire, habituelle du miel pour l'homme. À l'époque, il était déjà dans la consommation, tu l'as dit, mais au niveau médical aussi, très vite, il est arrivé. Oui, alors on commence à voir plus tard, parce que l'humanité c'est 150 000 ans, donc on commence à voir des traces de l'usage du miel dans la médecine traditionnelle, dans les premiers traités historiques. Alors, premiers traités historiques, ce sont les Égyptiens, pour lesquels le miel était une denrée médicinale précieuse. On le retrouve chez les Sumériens, les Babyloniens, donc toute cette grande période historique, ces grandes épopées historiques, eh bien les médecins utilisaient le miel comme en plâtre par exemple pour les blessures, ou alors par voie interne, des préparations médicinales, des mélites dans lesquelles il y avait des propriétés, pour lesquelles on retrouvait des propriétés anti-infectieuses principalement courantes. Et au Moyen-Âge, on le retrouvait dans la cuisine, dans les confections de plats. Oui, alors au Moyen-Âge, c'est l'explosion du miel en Europe, pour nous, pour notre culture. Au Moyen-Âge, le miel, c'est bien sûr dans la médecine. On continue à avoir un usage traditionnel du miel pour les infections, pour soigner le vieillissement du cerveau. On retrouve des traités pour le vieillissement du cerveau, pour bien sûr les plaies. Mais c'est surtout bien sûr la gastronomie où l'on va avoir les hydromels, les préparations alcoolisées à base de miel. Et puis la cuisine est une cuisine très riche en miel, avec des épices, des aromates, donc pleine de saveurs. Je propose qu'on regarde un petit reportage. C'est une petite PME, Nectar & Co, dont on a d'ailleurs un échantillon ici de miel sur la table. C'est un reportage qui date en fait de 2015 lors de leur porte ouverte pour voir un petit peu justement comment ça se passe à l'intérieur des bâtiments où on pas confectionne le miel, mais où en tout cas on le traite pour en faire, on conditionne. Voilà. Avec Nectar & Co, nous sommes au pays du miel. Le métier de base de l'entreprise, c'est de transformer cette matière première. Écoutez son patron, apiculteur depuis l'adolescence. En fait, on travaille la matière première comme un chocolatier travaillerait des fèves de chocolat ou un torréfacteur les fèves de café. On va soit la mettre en pot, ce qui paraît parfois simple, mais le miel il peut avoir plusieurs formes, plusieurs types de caractéristiques. Ou on le transforme également en hydromel, qui est une petite boisson alcoolisée vieille comme le monde. Le miel utilisé par Nectar & Co provient principalement du sud de l'Europe avec une certification bio. Le reste, soit 5%, vient de Belgique. Nectar & Co propose 16 miels différents à la vente. 13 d'entre eux sont importés. Ce sont des miels monofloraux fournis par des apiculteurs expérimentés. Eux amènent les abeilles vers les meilleures zones de récolte au moment de la montée de nectar de certaines fleurs, de certaines plantes, et arrivent à faire des miels qui sont dits monofloraux, mais bien évidemment ne le sont jamais à 100%, puisque ça ce n'est pas possible. L'abeille, par essence même, se diversifie en miel et en nectar, mais on a des tendances qui peuvent arriver à 80% du même miel dans un pot. Parmi ces produits dérivés, Nectar & Co fabrique de l'hydromel bio à la fleur d'oranger, une première en Europe. En apparence, la méthode est simple, du miel, du sucre et de la levure, tout cela fermenté pendant 1 mois, ce qui donne un apéritif à 12 degrés. Mais le produit fini a demandé beaucoup de recherche et de tâtonnement.
Et donc nous, on a beaucoup cherché pour essayer de sélectionner le bon miel par rapport à un vigneron qui cherche le bon cépage ou le brasseur qui cherche le bon grain. On a fait la même chose qu'eux, trouver la bonne eau, trouver la bonne levure et puis trouver la bonne méthode. Pour le miel, Nectar & Co travaille en traçabilité totale, sans mélange et à froid. Les amateurs apprécieront. Cela permet de préserver toutes ses qualités, d'autant que l'on prête au miel et aux autres produits de la ruche des vertus thérapeutiques de plus en plus nombreuses. Ce docteur en pharmacie s'intéresse beaucoup au sujet. Plus on va dans la recherche et plus on découvre des choses. Donc on sait qu'il est très utile pour la cicatrisation. Il est également extrêmement antibactérien, antiviral. Et on lui accorde d'autres propriétés qui sont en cours d'étude, comme des propriétés anticancéreuses également. Aujourd'hui, Xavier Renotte commence à pouvoir vivre de son activité. Autour de lui, un collaborateur, un petit cercle de consultants et une vingtaine d'apiculteurs. Ces produits sont disponibles dans des commerces spécialisés. Ils sont également utilisés par quelques restaurateurs étoilés. Après 5 ans de travail, le bilan est encourageant. Le miel, c'est aussi l'hydromel. Enfin, dans l'hydromel, il y a aussi du miel. Oui, c'est une des façons de consommer le miel, de le transformer en alcool. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'alcool, le vin par exemple, et le miel font bon ménage. On découvre une propriété intéressante de l'association des deux, puisque ça permet d'épurer plus vite l'alcoolémie. Lorsqu'on consomme un vin chaud avec une grosse cuillère à soupe de miel, eh bien, l'alcoolémie va être environ un tiers moindre à 1 heure. Donc on a une épuration hépatique plus rapide. D'accord. Et l'hydromel, du coup, comme ça. Voilà, donc c'est titré à 12 degrés, mais finalement un impact sur le taux d'alcoolémie et la tolérance hépatique qui semble meilleur que d'autres alcools. Alors, comme toujours, il y avait café et café, thé, mais il y a miel et miel. Et d'ailleurs, Testachat a sorti une étude où il nous mettait vraiment en garde parce que finalement, on se rend compte que parfois, on pense manger du miel, mais c'est pas du miel. Oui, voilà. Donc le miel, c'est vraiment le sucre naturel. Et donc, malheureusement, il y a des industriels qui travaillent les miels synthétique, donc du miel qui n'est pas du miel au niveau des abeilles, qui est fait à base d'eau et à base au niveau en laboratoire, et donc il crée avec des arômes un miel entre guillemets qui n'en est pas un, mais qui est vendu pour du miel. Donc ça fait partie, comme le dit Testachat, de cette partie de fraude, parce que le miel, l'appellation miel ne peut être que un sucre naturel fait par les abeilles, etc., comme on a vu. Et donc, c'est très important pour le consommateur d'aller vérifier donc, sur l'étiquette. C'est chaque fois bien noté au niveau du producteur, etc. Et donc, il faut se méfier. Une grande partie des miels chinois et autres viennent souvent de ces miels synthétiques qui est fait en laboratoire. Donc, si on peut proposer aux consommateurs de toujours bien vérifier, parce que les propriétés, comme le disait le docteur en pharmacie là, les propriétés nutritionnelles qui sont importantes dans le miel, n'est évidemment que pour du vrai miel et pas du miel synthétique fait, etc. Donc c'est vraiment très très important pour le consommateur de se dire, dans les grandes surfaces, je regarde ce que j'achète, je n'achète peut-être pas le miel premier prix dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas le producteur, donc ce n'est pas noté, ou qui vient de l'autre côté de la terre, de Chine et d'ailleurs, où là, effectivement, donc faites attention en tout cas au miel que vous achetez, parce que peut-être que ça pourrait être du synthétique. Et donc, on n'aura pas les qualités nutritionnelles, on n'aura pas l'effet au niveau du sucre recherché qu'on va expliquer là tout de suite. C'est vraiment important. C'est vraiment c'est un autre produit. Et justement, ces qualités nutritionnelles, le vrai miel, il en a des qualités nutritionnelles. Oui, et très, très, très particulière, parce que c'est vraiment une transformation par l'abeille, donc c'est quelque chose de vivant, vraiment un produit organique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans du miel d'une façon très générale ? D'ailleurs, en 2 mots, parce que ça, on ne l'a pas dit, Olivier, mais enfin, ça paraît assez évident. On sait, c'est les abeilles, mais le petit processus, les abeilles vont butiner. Voilà, alors l'histoire, c'est ça, c'est qu'il y a une petite abeille qui va, la ruche va essaimer ses ouvrières qui vont aller chercher du miel. Elles vont butiner le nectar des fleurs. Voilà, ça, c'est très important, en effet, de le dire, parce que selon l'endroit, le pays ou la localisation de la ruche, elles vont évidemment aller chercher les fleurs qui sont aux alentours. Si on les met dans un champ de colza, ce sera des miels de fleurs de colza. Si c'est en pleine montagne, ce sera un miel de sapin. Ou alors, dans les contreforts de l'Himalaya, on va avoir du miel de géranium. Donc, c'est des produits
bien différent parce que l'origine, le nectar, la matière première, va être différente. Et puis après, la petite abeille va rentrer, elle va laisser son petit pollen au bout des pattes, que d'ailleurs on pourra récolter et consommer, le cas échéant, mais voilà. c'est pas du miel. Du coup, j'en avais en plateau, mais je l'ai bougé parce que c'était pas du miel. Mais voilà, on peut consommer le pollen. On peut les consommer, mais ça a tout à fait d'autres propriétés. Et puis, il va y avoir cette transformation du miel par l'abeille elle-même. Cette transformation organique par le métabolisme de l'abeille produit donc un élément nutritionnel qui est très sucré. Ça contient de l'eau, un tout petit peu d'eau, allez, 15, 16, 17%, voire 19% d'eau. Normalement, c'est dans cette valeur-là. Et puis, du sucre, des sucres. Très simple, donc très digeste et complètement digeste. Sucre naturel. Naturel, c'est une molécule de fructose et une molécule de glucose, mais simple. Elles ne sont pas associées, donc la digestibilité est à 100% pour tout le monde. Beaucoup de fructose, donc c'est un sucre qu'on retrouve dans le fruit. C'est intéressant parce que ce fructose a un pouvoir sucrant, mais n'augmente pas le taux d'insuline, n'augmente pas la glycémie. Donc, je cherche un miel d'acacia, je ne sais pas si on en a, c'est un miel très liquide, non, je pense qu'on n'en a pas là. Qui est un miel qui a peut-être un peu plus de fructose que les autres, et donc qui n'élève pas la glycémie, qui est sucré dans la bouche, qui apporte des molécules de sucre, donc ça, mais important. qui n'augmente pas le sucre sanguin. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors là, du coup, en fonction du type de miel, l'indice glycémique ne va pas être le même. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. En moyenne, il a un... Ça, c'est important, parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas compris. L'index glycémique, donc c'est ce qui augmente le glucose. Oui. L'index glycémique d'un miel, c'est 20. C'est très bas. Ben oui, effectivement. C'est sucré, mais c'est un index glycémique bas. Mais ça peut être jusqu'à 30, 40, si la teneur en glucose est plus élevée que la teneur en fructose. Okay. Ça dépend de la saison, de l'alchimie. D'un tas de choses, en fait. Oui, tout à fait. Donc, mais globalement, c'est un index glycémique faible. Un produit intéressant, et du coup intéressant notamment aussi pour les diabétiques. Bien sûr, les diabétiques peuvent consommer en alternative au saccharose, le petit carré de sucre qui, lui, n'est pas conseillé. Et ils peuvent consommer, en effet, modérément, raisonnablement, mais du miel, c'est une très bonne alternative. En nutrition santé, vraiment, ce qu'on trouve de qualitatif et d'intéressant dans le miel, c'est que c'est un produit sucré, mais qui a un index glycémique plus bas, beaucoup plus bas. Donc déjà, nous, on y trouve des vertus pour éviter cette explosion de l'insuline qui aurait des effets délétères chez les gens. Donc pour le diabétique, le mieux c'est de choisir alors ce miel d'acacia qui est plus riche en fructose avec cet index glycémique plus bas et de l'utiliser à la place de son sucre. Donc c'est-à-dire que les diabétiques qui utilisent déjà un sucre comme la stevia et autres, ils restent avec leur stevia, mais pour les diabétiques qui déjà utilisaient soit un sucre blanc, soit même un sucre de canne, c'est mieux de prendre un miel d'acacia pour l'écologie d'une part et également au niveau taux de fructose et donc index glycémique. Et donc on va pouvoir le retrouver dans différentes choses pour le diabétique, c'est-à-dire quand il doit mettre une cuillère à café de sucre, il va mettre à la place, ou son petit sucre, il va mettre une petite cuillère à café ou à thé de miel d'acacia. Comme Olivier l'a dit tout à l'heure, le pouvoir sucrant est plus fort. Donc, c'est-à-dire l'effet sucre est plus fort pour un index glycémique plus bas. Oui. Donc, on gagne dans tous les sens. Et donc, c'est intéressant de prendre si on mettait un carré de sucre, on n'aura peut-être besoin qu'une petite barrette. Une toute petite barrette de miel. Pour avoir le même effet sucrant. Alors, on l'a vu dans le reportage, on parle également, parce que là, voilà, on parle de l'intérêt parce que c'est un indice glycémique bas, mais ça a également d'autres vertus médicales. Alors ça, c'est vertus médicales. En tout cas, on lui prête d'autres vertus médicales. Et on a raison, et ça tient à sa composition. Donc, on a dit qu'il y a de l'eau et du sucre, mais il y a plein d'autres choses. Alors, il y a très peu de vitamines, très peu de minéraux, mais il y a des polyphénols dont on a déjà parlé. Anti-cancer. Voilà, alors c'est en effet une des voies d'étude, tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Il y a des polyphénols, certains miels ont plus ou moins de polyphénols, ça dépend vraiment de ce que l'on expliquait sur l'origine, le nectar de la plante, etc. Mais de toute façon, ils sont tous riches en polyphénols. Donc, le miel a des pouvoirs antioxydants.
Et on pense aujourd'hui que certaines des propriétés du miel, par exemple anti-infectieuses, cicatrisant, sont une extraordinaire stabilité. Mais oui, justement, j'allais dire, parce que effectivement, le miel peut être utilisé au niveau médical de manière interne, donc en mangeant, mais on utilise aussi, enfin en tout cas, on prête beaucoup de vertus au miel au niveau cicatrisation et même, tu l'as dit dans l'historique, il y a très longtemps en fait. Oui, historique et actualité, puisqu'on a en Europe une appellation un peu particulière, on appelle miel médicinal ou miel médical, et qu'on utilise dans certains pansements à base de miel. Alors en général, on sélectionne un miel très particulier qui vient de Nouvelle-Zélande, qu'on appelle le miel de Hanukkah, et qui a des propriétés grâce à ses polyphénols, grâce aussi à sa composition chimique, sans rentrer dans le détail, mais il y a du méthylxycal, je ne saurais pas te dire si c'est juste ou pas. Qui possède des propriétés antibactériennes particulières et qui vont jouer un rôle à la fois cicatrisant et antiseptique local. On a des cicatrisations, des publications sur ces cicatrisations de plaies, d'escarres avec du miel, des cataplasmes de miel de Hanukkah, qui est très intéressant. On l'utilise aujourd'hui aussi dans des traitements internes contre des bactéries, par exemple celle qu'on appelle Helicobacter pylori, celle qui donne les gastrites et les ulcères de l'estomac, qu'on traite par des antibiotiques aujourd'hui. Eh bien, le miel de Hanukkah permet de réduire cette activité du Helicobacter pylori. Donc ça va loin. Alors justement aussi dans tout ce qui est propriété médicale, vertu médicale, il y a aussi, Geneviève, des petites préparations intéressantes que tu as regardées ici sur la table. Oui, donc quand on veut préparer une petite préparation justement pour la gorge et autres, donc on peut travailler donc avec le miel qu'on a envie et on peut rajouter des huiles essentielles. Et on a des produits qui sont tout faits en pharmacie ou en magasin spécialisé bio, où on a ce mélange qui est déjà fait. Donc le miel avec les différentes huiles essentielles, on retrouve l'eucalyptus, la cannelle de Chine, de la mélaleuca, etc. Donc c'est-à-dire que ça va avoir un effet antiseptique supplémentaire. Et on peut trouver également des miels qui sont à base de propolis. Voilà, avec la propolis. Mais c'est quoi la propolis? Alors, ça c'est très très intéressant. La propolis, c'est pas le miel. Attention, la propolis, c'est une... On en entend souvent parler. Oui, ça fait partie des produits de la ruche, comme la gelée royale, qui est la nourriture exclusive de Madame la Reine, et qui va lui donner des modifications chimiques corporelles particulières, qu'elle va vivre plus longtemps, qu'elle va avoir un corps plus important, qu'elle va avoir des fonctions différentes. Alors la propolis est une production de certaines abeilles qui a des propriétés, c'est une colle, une petite cire collante, mais qui est extrêmement antiseptique. Donc c'est en fait la protection antibactérienne de la ruche. Ça colle les alvéoles et ça permet également de protéger la ruche des infections, des levures. Donc une ruche est très saine finalement. Donc on peut, et les apiculteurs peuvent récolter également la propolis. Ils peuvent récupérer le pollen, ils peuvent récupérer la propolis. Voilà. On peut mais tout ça n'est pas du miel, mais tout ça se trouve dans la ruche. Voilà, on peut récupérer ces 4 sous-produits de la ruche, donc le miel principalement, la propolis, qui a des propriétés, comme le disait Geneviève, extrêmement antiseptiques, et qui, mélangé au miel, va amplifier les capacités contre les laryngites, les rhumes, les rhinopharyngites automno-hivernales. Se faire des grogues. Faire des grogues avec l'alcool qui est plus vite détoxifié par le miel. Voilà. Et donc, on peut aussi avoir la gelée royale, on peut avoir les pollens, qui sont d'autres sous-produits intéressants également. Plein de choses intéressantes dans la ruche. C'est important aussi. Oui. Pour la propolis, le consommateur peut le retrouver facilement en pharmacie ou dans les magasins. Et donc, il y a de la propolis junior, justement, pour les enfants, et la propolis normale. Et donc, on met quelques gouttes donc dans une cuillère à café. Le goût n'est pas bon. On peut le mélanger à du miel. Voilà, on peut le mélanger à du miel. Ou bien on le dilue un petit peu dans l'eau pour faire boire aux enfants. Mais c'est très, très, très efficace en cas d'infection. Dès qu'il y a des petits rhumes et des choses comme ça, de donner 2-3 petites gouttes de propolis junior pour les enfants et l'autre propolis. Mais on les retrouve facilement en pharmacie. Tu peux goûter, Olivier? Oui, ça sent vraiment la propolis, cet arôme oui, c'est clair. Vraiment fort et puissamment antiseptique. Et c'est vrai qu'une des applications classique, je pense que tout le monde connaît, c'est pour adoucir la gorge, quand on tousse, quand on a une rhinopharyngite. Et nous avons eu quelques études cliniques qui ont cherché à vérifier si en effet donner du miel
réduisait le nombre de toux nocturnes chez l'enfant, hein, le grand enfant. Eh bien, oui, quand on donne un sirop de sucre, hein, je crois que c'était du miel, il y avait plusieurs miels qui étaient testés dans l'étude pédiatrique, contre du sirop d'agave. Voilà. Eh bien, ceux et celles qui prennent du miel réduisent la toux nocturne, les infections, ça raccourcit la durée. Donc c'est vraiment un produit intéressant. Je vais en profiter pour rebondir, Olivier, parce que tu as dit enfants, grands enfants, justement, parce qu'il y a une indication. Oui. Ça, Geneviève, il faut vraiment mettre en garde très important. les parents. Donc, sur les différents pots de miel, des vrais miels, vous avez une indication qu'on voit ici, interdit aux enfants de 0 à 1 an. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Il ne faut pas donner du miel aux jeunes enfants avant 1 an, pas de miel. Alors on pourrait penser que c'est pour les dents, mais c'est plus compliqué que ça. Hein. Oui, c'est pour le botulisme. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important qu'il ne faut pas le donner. Les mamans ont tendance parfois à elles-mêmes préparer leur petit thé avec du miel, etc. Et de mettre la tétine de l'enfant dans le miel avec ce goût sucré donné. Mais vraiment, c'est très important. Alors, c'est déjà pas bon pour les dents, mais parce qu'il reste avec quelque chose de sucré tout le temps en bouche. Mais du coup, le botulisme, quand même, en 2 mots, peut-être. C'est une maladie infectieuse due à un clostridier, une bactérie donc, qui est extrêmement toxique. Nous, à partir d'1 an, enfin vous et moi, on neutralise les spores, hein, les petites graines, on va dire, les formes dormantes de botula. Mais l'enfant, jusqu'à 1 an, est immature et l'abeille véhicule ces spores qu'elle va avoir dans la nature, ces spores de botulisme. Donc on peut en trouver dans le miel. C'est naturel, c'est inoffensif pour vous et pour moi, mais l'enfant qui consommerait du miel, même en petite quantité, hein, même le bout du doigt, peut avoir quelques spores. Et si c'est le cas, eh bien, il va y avoir un développement. Il n'est pas capable de neutraliser ce spore qui vont se développer et créer l'infection. Et après, donc c'est grave, hein, c'est une infection grave, mortelle, donc il faut quand même, voilà. Jamais pas avant de miel, 1 an. pas de miel avant 1 an. Quelques applications culinaires. Oui, donc quand toutes les pâtisseries. Faisons-nous plaisir. Hein. Voilà, je dirais d'abord au niveau des pâtisseries. Chaque fois qu'on va mettre du sucre ou du sucre blanc, on essaye de ne plus en mettre, on met du sucre de canne. Eh bien, pourquoi pas, au lieu du sucre de canne, partir sur des miels. Les miels de fleurs comme on désire. Qui aromatisent énormément. Qui aromatisent, en plus, hein. Vraiment on a une palette aromatique. Et donc que ce soit sur les crêpes, que ce soit dans les gâteaux, donc le miel peut chauffer pour préparer un gâteau. Donc ici, on le voit bien, ce sont des miels qui sont bien travaillés, non chauffés, etc. Mais il n'y a pas de risque de chauffer un miel à température pour faire une pâtisserie, un cake, un autre gâteau à la place du sucre. Comme le pouvoir sucrant est plus important, on devrait en mettre moins. Voilà. Au lieu de mettre les fameux, 250 grammes de sucre, eh bien, on va chaque fois mettre 1/3 seulement. Donc on coupe en 3 et on ne prend que 1/3 de la quantité au niveau en miel. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et moi je conseille toujours de diminuer encore un petit peu parce que tu sais Corinne, j'avais expliqué plusieurs fois à différentes émissions que pour sucrer, souvent dans les recettes, les sucres sont toujours trop importants. Donc déjà en temps normal, on divise par 2 comme j'avais conseillé. Aussi à manger un peu moins sucré. Voilà. Hein. Et donc on peut encore, par rapport à la dose qu'on prenait déjà avant où on coupe, de couper encore le miel. Donc en gros, on divise par 4. Voilà. Oui. Donc ça c'est très intéressant, mais attention. Au moment donc, de la diversification alimentaire à l'enfant, donc je reviens avec l'enfant, mais c'est parce que c'est important, quand les mamans commencent les premières compotes de fruits, etc., leur sucre de canne, pas de problème, mais pas la cuillère de miel. C'est pareil. Parce que là, c'est 6 mois. Hein. C'est pas sur la tétine, mais c'est également pas dans les compotes, etc. D'accord ? Donc bien, à partir d'1 an, pas de problème. Toutes les pâtisseries, sur les crêpes, les tartines plutôt qu'une crème pâte à tartiner. Voilà. Pâte à tartiner, oui. Dans les thés, dans les tisanes, voilà, je dirais que les amateurs de très bon café, le miel, c'est plus oui, voilà. Comme c'est très donc fleuri, là, on restera oui. sur un sucre de canne brut, comme on a expliqué l'autre fois, où on a la mélasse, etc. Donc, je dirais, c'est vraiment au niveau du goût. Donc, et alors, de ne pas hésiter à découvrir cette
palette de fleurs différentes. Parce qu'il y en a plein. D'ailleurs, on en a ici plein, même avec de la noisette. Je suggère qu'on renvoie les téléspectateurs vers le site du CIN pour tout ce qui est application culinaire, donc www.intelligent-nutrition.com. Oui. Et puis, tu étais en train de te faire un grog, Geneviève, parce que tu seras bientôt en train de chanter dans quelques jours. Donc, voilà, on peut te retrouver au chant. Ce sera le 25 avril, là maintenant. C'est ce samedi, en fait. Mardi mardi prochain, voilà. Dans une semaine, juste. Et donc, c'est à la ferme du Biérot, au concert de midi 1h, avec l'ensemble 21, Marc Collet et la chorale de Gentine. Qui n'est pas loin d'ici. Eh bien voilà, donc tu vas soigner ta voix avec du miel d'ici là. Nous, on se retrouve avec vous deux, ce sera le mois prochain, et là on parlera des édulcorants. Avant l'été, c'est bien de faire un peu le point aussi à ce niveau-là. Avec plaisir. Eh bien c'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude. À très bientôt. Merci. Nous, on se retrouve non pas demain, mais jeudi. On parlera des plantes sauvages avec le festival des